parler des lectures que j'ai faites la deuxième partie du mois de janvier. J'aurais dû vous sortir cette vidéo bien plus tôt, mais j'ai été complètement débordée. En semaine avec le travail, j'arrive pas du tout à filmer puisque quand je rentre, il fait déjà nuit. Et sur mes jours off, j'ai jamais un créneau horaire qui est suffisamment grand pour pouvoir filmer et du coup je laisse traîner ça. Mais là aujourd'hui j'ai un peu de temps donc je vais en profiter et puis je me dis il va commencer à faire de plus en plus, il va commencer à faire jour de plus en plus tard donc j'aurai de plus en plus d'opportunités pour filmer aussi. Aujourd'hui je vais vous présenter 5 romans au total dont une relecture. C'est parti! On va commencer tout de suite avec le roman qui a été la relecture. Il s'agit de La Passe-Miroir, tome 1, Les fiancés de l'hiver, de Christelle Dabos, publié aux éditions Gallimard Jeunesse, dans cette édition. La Passe-Miroir, c'est une saga que j'ai adorée, que j'ai lue en 2019. En tout cas, les 3 premiers tomes, quasiment d'une traite, l'été 2019, et le 4e tome quand il est sorti, début 2020. J'ai adoré, avec un gros bémol cependant pour le 4e tome, mais j'en reparlerai plus longuement une fois que je l'aurai relu, puisque c'est un tome qui m'avait beaucoup déçu par rapport aux autres. La fin de la saga ne m'a pas plu, la façon dont ça s'est complexifié, le fait que certains personnages aient été mis de côté. Je pourrais en parler pendant des heures de combien j'ai été déçue par cette fin de saga alors que j'en attendais énormément. Mais le but de cette relecture, pour moi, ça va être vraiment à la fois de redécouvrir l'univers et en même temps d'aborder le 4e tome tout en sachant ce qui se passe. Donc il n'y a plus la surprise. Je sais que j'ai été déçue et donc j'espère que cette deuxième lecture me rendra un peu moins amère. Là, on va parler du 1er tome que j'ai été ravie de redécouvrir. Ça avait été un coup de cœur à l'époque, ça reste un coup de cœur aujourd'hui aussi. C'est un roman qui se dévore et je suis hyper admirative de l'univers qu'a créé Christelle Dabos. C'est vraiment un univers tellement original, quelque chose qu'on n'a jamais vu ailleurs, avec un travail sur les détails, une certaine précision. Elle met en place plein de petits indices pour la suite et c'est vraiment un travail magistral pour moi. Je trouve ça extraordinaire et ça me fait d'autant plus plaisir que ce soit une autrice francophone, puisque c'est assez rare qu'on ait des fantaisies francophones qui s'exportent internationalement et qui connaissent un énorme succès. Et cette saga-là, je sais qu'elle a connu un très très grand succès. Alors je ne sais pas si ça a été le cas partout dans le monde, mais je sais qu'en Europe, elle a été traduite dans énormément de langues, donc ça fait toujours plaisir. Dans cette saga, on va suivre un monde où en fait c'est notre Terre qui a été, suite à un épisode, la déchirure, qui a été éclaté en plein de fragments et donc on a 21 arches disséminées dans le ciel et chaque arche a ses spécificités, ses pouvoirs en particulier et on va suivre Ophélie qui est une jeune fille qui vient de l'arche d'Anima et sur l'arche d'Anima les habitants ont comme caractéristique de pouvoir animer des objets ou en tout cas de pouvoir faire ressentir aux objets leurs propres émotions et les objets en retour vont réagir. Par exemple, si Ophélie est dans sa chambre et qu'elle est vraiment de mauvaise humeur, ses meubles vont gronder, vont bouger, vont trembler. Voilà. Et en plus de ça, Ophélie a la particularité d'être une passe-miroir, c'est-à-dire qu'elle peut traverser les miroirs pour aller d'un endroit à l'autre. Ophélie, c'est un personnage qui est plutôt une anti-héroïne au départ, puisqu'elle est très timide, très gauche, très maladroite. C'est vraiment un personnage renfermée, qui a ses petites habitudes et qui a vraiment des petites habitudes presque de vieille fille ou de mamie en tout cas pour son âge alors qu'elle est assez jeune, elle a la vingtaine au début du roman. Elle s'ouvre pas beaucoup au monde, elle fait le désespoir de sa mère puisqu'elle a refusé plusieurs demandes en mariage et d'un coup elle apprend qu'elle va devoir épouser Thorn qui est un homme qui vient d'une autre arche, donc c'est déjà rare en soi, il vient du pôle. Et elle est bien entendu pas ravie du tout, surtout qu'elle va devoir quitter son arche et sa famille. Et elle est d'autant moins ravie lorsqu'elle découvre le personnage, puisque Thorn, c'est vraiment un homme très renfrogné, très sec, très froid de prime abord, tout en angle. C'est vraiment, je pense, que ce qui le décrit le mieux, c'est quelqu'un de très carré, très rigide, qui ne laisse pas place aux émotions. Et au début, Ophélie va être forcément assez désespérée de partir avec lui au pôle.
D'autant plus elle va tomber dans un univers qui est complètement différent de l'univers qu'elle a connu. Autant sur Anima, il y a une ambiance très bon enfant, très familière, tout le monde s'appelle cousin, voilà, personne n'est vraiment mauvais. Autant au pôle, elle va découvrir un monde qui fait penser un peu à la cour du roi Soleil, en fait, avec plein de manigances, de complots, des histoires d'empoisonnement, des gens qui sont à tout sourire par devant et qui vous poignardent dans le dos. Donc c'est un univers complètement différent. Et pendant tout le roman, Ophélie va se demander pourquoi est-ce que Thorne l'a choisi, qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres, qu'est-ce qu'elle fait là, quel est le mystère qui entoure leur futur mariage en fait. Je n'en dirai pas plus parce que je pense que c'est vraiment un univers qu'il faut découvrir petit à petit. Il faut se plonger dedans, laisser l'univers dévoiler ses mystères au fur et à mesure de la lecture. Mais en tout cas, c'est vraiment une lecture qui nous alpague, qui nous laisse accrocher, qui nous donne envie de ne plus lâcher le livre. Ça a été le cas pour moi la première fois où je l'avais lu en 2 jours. Ça a été le cas aussi cette fois-ci, c'était une relecture. J'avais oublié beaucoup de détails, mais globalement, je me rappelais quand même très bien de ce qui se passait. Et malgré tout, je ne pouvais pas le lâcher. Ophélie, c'est un personnage en plus qui va pas mal évoluer dans la saga et qui évolue un peu déjà dans le tome 1. Elle passe de personnage très chiffre-molle, très mollassonne, qu'on a envie de secouer, à une personne qui va devenir un peu plus débrouillarde, qui va prendre un peu plus position, oser s'affirmer, même si là c'est encore les prémices dans ce tome-là, mais c'est vraiment très agréable à suivre. Et Thorne, c'est vraiment un personnage qui à la base est détestable, on lui en veut pour beaucoup de choses, il a un comportement odieux, c'est vraiment le mot, et il va petit à petit s'adoucir au contact d'Ophélie, on pourrait même dire qu'il va s'arrondir, et leur relation est vraiment plaisante à suivre. Donc une excellente relecture. J'aurais dû relire le tome 2 en février, j'ai vraiment pas eu le temps, je pense pas en avoir le temps non plus en mars, donc ma relecture va prendre plus de temps que prévu, mais c'est pas grave, moi ça me va bien si j'arrive à les relire sur toute l'année 2023. Ensuite, je vais vous parler du roman La classe de neige de Emmanuel Carrère, publié aux éditions Folio. C'est l'un des romans que j'avais reçu lors du concours Folio et je l'ai choisi pour l'unique raison que j'en avais entendu parler sur le compte Instagram Les Idées d'Alice. Je vous mettrai son pseudo. Elle l'avait mentionné assez rapidement, mais ça m'avait fait quand même une impression forte et ça m'avait donné envie de le découvrir. Donc quand j'ai vu qu'il était dans la liste des romans que je pouvais choisir, je me suis dit allons-y. C'est un roman très court que j'ai vraiment adoré. Dans ce roman-là, on est peut-être dans les années, je pense les années 80, et on va suivre le petit Nicolas qui part en classe de neige. Pas le petit Nicolas qu'on connaît tous, mais un Nicolas ici qui est très chétif, qui est un enfant un peu malingre, un peu mou, il n'est pas vraiment rejeté à l'école, mais en tout cas il est clairement pas populaire. Il apparaît comme différent et il a beaucoup de mal à s'adapter. Notamment parce qu'en fait il est très couvé par ses parents qui sont sur son dos, qui ont l'air d'avoir peur de tout pour lui, ce qui fait que par exemple il ne peut pas manger à la cantine, donc il est obligé de rentrer tous les midis chez ses parents et ça le rend un peu malheureux puisqu'il sait bien que les plus grandes amitiés se créent au moment de la récréation de la cantine puisque c'est la plus longue, c'est le moment où on joue le plus, c'est le moment où les alliances se forment le plus et il le dit, chaque jour il a l'impression que toutes les amitiés qu'il essaye de construire pendant les petites récréations du matin et de l'après-midi sont bousillées par le fait qu'il y ait cette récré de midi qui est fondamentale, qu'il loupe et du coup il est complètement à côté de l'action. En plus de ça, là il doit aller en classe de neige. Ses parents étaient complètement contre le fait qu'il y aille, mais le médecin de famille n'a pas voulu faire un mot d'excuse et a dit que ça lui ferait du bien de se dégourdir un peu. Et au lieu de prendre le car avec les autres enfants, son père qui a peur pour lui décide de le conduire lui-même en voiture. Donc déjà, on peut se mettre un peu à sa place quand on a un enfant, au moment où c'est vraiment hyper important de rentrer dans le moule, de ne pas être très différent. Se faire accompagner par son père en classe de neige, c'est vraiment la honte. Donc il le vit très mal, et encore plus sachant que son père va oublier la valise avec ses affaires, donc il va se retrouver sans rien, ce qui met encore plus la lumière sur lui, ce qui l'humilie encore plus. C'est un roman avec une tension qui monte très progressivement. Comme le dit la 4e de couverture, on sait que quelque chose de terrible va se passer. Nicolas le sait, tout le monde le sait, mais qu'est-ce que ça va être?
Et vraiment, c'est l'impression que j'ai eue pendant tout le roman, d'où est-ce que le danger va venir? Est-ce que le danger va venir des autres élèves? Est-ce que le danger va venir des moniteurs? Est-ce que le danger va venir de l'extérieur? On ne le sait pas, mais on est vraiment de plus en plus angoissé au fur et à mesure de la lecture. C'est très léger, ça monte en tension tout doucement, mais on ne peut pas s'empêcher de se faire plein de films, et je pense que c'est peut-être même cette partie-là qui est la pire, c'est parce que forcément, en ne sachant pas ce qui va se passer, on imagine le pire. Et j'ai vraiment beaucoup aimé voir l'évolution. Nicolas, c'est pas un personnage que j'ai beaucoup apprécié parce que voilà, beaucoup trop mou et pleurnicheur un peu pour moi, mais c'est un enfant très rêveur qui se fait plein de films dans sa tête, et j'ai quand même beaucoup aimé le suivre. Par contre, suivre ses interactions avec les autres personnages, suivre le drame qui arrive, et je trouve qu'une fois que ça se passe, c'est complètement à la hauteur. C'est pas, alors je peux pas dire c'est pas grave, parce que si ce qui se passe est grave, mais disons qu'il pourrait y avoir quelque chose de bien pire. C'est pas du gore, c'est pas de l'horrifique. Pour les personnes qui lisent énormément de thrillers, j'imagine que ça reste très gentillé, mais la façon dont le roman est construit, la façon dont la tension monte, c'est vraiment fait de manière incroyable. Et ce qui est sans doute encore plus incroyable, c'est que le roman se termine de manière très abrupte. C'est-à-dire que la tension monte donc graduellement, et au moment où elle atteint son pic, c'est fini, le roman est terminé, et on se retrouve un peu à bout de souffle en se disant quoi, non, c'est pas possible, je veux des réponses, j'ai plein de questions, mais on n'aura pas ces questions, donc on peut les réponses, donc on n'aura plus qu'à imaginer la suite en fait, qu'est-ce que l'auteur a voulu dire, et on peut en fait se faire encore plein de scénarios à partir de cette fin. Donc elle était un peu abrupte. Sur le moment, je me suis dit, j'aurais préféré qu'ils prennent le temps, qu'on ait une vraie explication sur ce qui s'est passé, mais je pense que ça participe à la force de ce roman, de nous laisser complètement pantois à la fin, sans nous donner toutes les clés en main. Donc vraiment un roman à lire. Ensuite, on va passer à un livre lu pour le Cozy Mystery Book Club. Il s'agit de Règlement de compte à Kensington de Alison Moncler, paru aux éditions 10-18. C'est le 3e tome de la saga des enquêtes de Sparks and Bainbridge, et j'attends avec impatience que le tome 4 sorte. Normalement c'est prévu, enfin c'est pas prévu, mais comme je sais qu'ils ont la sortie française est généralement un an après la sortie VO, et que le VO est sorti en juillet 2022, j'attends vraiment avec impatience que 10-18 nous sorte le 4e tome. Je vous ai déjà pas mal parlé de cette saga, donc j'ai adoré le 1er tome, j'ai été un peu déçue par le 2e. Celui-ci est vraiment génial. Alors pour moi, il n'a pas été au niveau du 1er, mais dans mon groupe de lecture, beaucoup de gens l'ont préféré, ont trouvé que c'était le meilleur des 3 tomes, mais il est quand même excellent. Il est excellent au niveau des interactions entre les personnages, il est excellent au niveau de l'intrigue, des rebondissements, des coups de théâtre qu'il va y avoir, de l'humour. Comme d'habitude, moi je trouve que cette saga est une des meilleures sagas de Cozy Mystery que je connaisse. Je trouve que c'est drôle, que l'époque est intéressante, que les personnages sont super bien travaillés. Donc je ne pourrais pas le dire assez, lisez cette saga. Ensuite, encore un roman lu dans le cadre d'un book club. Cette fois-ci, c'est le book club Shades of Retelling, organisé par 2 bookstagrammeuses, Sarah du compte The Marcies et Zoé du compte Les Fables de Zoé. Et en fait, le principe de ce book club, c'est de lire chaque mois en 2023 un livre qui est un retelling de contes de fées. On a commencé donc le mois de janvier avec Cinder de Marissa Meyer, publié aux éditions Pocket Jeunesse, qui est le 1er tome de la saga Les Chroniques Lunaires. La saga Les Chroniques Lunaires, c'est une saga de science-fiction dystopique, je dirais, avec chaque tome qui reprend les princesses des contes de fées traditionnels. Donc là, Cinder, c'est évidemment Cendrillon. On va avoir Scarlett qui est le petit chaperon rouge. Un des personnages qui va être Réponse, et la 4e, je ne sais pas. Et je crois que les 4 personnages vont se finir par se rencontrer. Et il me semble qu'il y a aussi un tome sur comment la méchante est devenue la méchante. Mais ça, je ne suis pas complètement sûre. Dans ce tome-là, on va donc suivre Cinder, qui est une jeune fille mi-humaine, mi-cyborg, suite à un accident. Donc elle a eu certaines pièces de son corps qui ont été remplacées. Et les cyborgs suscitent beaucoup
de discrimination dans la cité où elle vit, donc c'est le Néo-Beijing, donc Pékin du futur. Et elle a une vie qui n'est pas très très fun, donc elle vit avec sa belle-mère et ses deux demi-sœurs. Il y en a une qu'elle aime beaucoup, il y en a une avec qui elle ne s'entend pas spécialement. Sa belle-mère est une femme assez tyrannique qui l'utilise en esclavage presque, donc elle doit faire toutes les tâches ménagères. Elle travaille comme mécanicienne puisqu'elle est hyper forte, enfin mécanicienne réparatrice d'objets en général, mais tout l'argent qu'elle gagne va aller à sa belle-mère. Et un jour, le beau prince Kai rentre dans sa boutique pour lui demander de réparer son Android parce que c'est hyper important pour lui. Je ne vais pas en dire plus, c'est un roman que j'ai bien aimé, mais j'ai quand même été assez déçue parce qu'au tout début du roman, on nous suggère quelque chose qui va être le plot twist de la fin, mais c'était complètement évident. C'est-à-dire que c'est impossible de ne pas savoir ou de ne pas deviner ce qui va se passer. Et au chapitre 4, on a déjà tout compris. Qui est Cinder, qu'est-ce qui va se passer dans sa vie, les rebondissements à venir, ou en tout cas les grosses scènes d'action. Et ça a été une grosse déception pour moi en fait d'avoir deviné, parce que je n'ai pas compris pourquoi l'autrice en parle si tôt, pourquoi l'autrice en parle de manière si évidente. Elle aurait pu faire ça de manière plus subtile, nous laisser une petite surprise, nous laisser la possibilité d'avoir un doute, mais là il n'y avait vraiment aucun doute à avoir. Et c'est un peu dommage parce que du coup, j'ai pas éprouvé de surprise, sans compter que le style n'est pas incroyable non plus, donc ça se lit bien, ça se lit vite. Ça m'a fait un peu le même effet que la dystopie The Book of Ivy, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Mais c'est le genre de roman où voilà, ça se lit vite, on les dévore, c'est très agréable, mais finalement à la fin, aucune surprise, c'est convenu, c'est ce qu'on aurait pu attendre d'un roman de dystopie. Il se passe des choses qui ne sont pas surprenantes en fait, où la plupart du temps il n'y a pas de grande surprise et c'est un peu dommage. Du coup, même si ça a été une bonne lecture, je crois que je l'avais noté 14 sur 20 ou quelque chose comme ça, j'ai pas adoré, alors que je pensais vraiment adorer parce qu'il m'a manqué cet élément un peu de waouh, ça je l'avais pas vu venir. Et comme c'est pas compensé par le style, ben, j'ai été un peu déçue. Donc les personnages sont sympas, l'intrigue en soi est sympa, c'est un retelling de Cendrillon. Une fois qu'on lit le tome, c'est pas fini, c'est vraiment, ça s'arrête. Chaque tome n'est pas une fin en soi, c'est une histoire qui va se compléter, où à chaque fois, chaque personnage va rencontrer, Cinder va rencontrer dans le prochain tome, j'imagine, la deuxième princesse, qui va rencontrer dans le troisième tome la troisième, etc. Donc on ne peut pas être satisfaite avec cette fin. Ce qui fait que j'hésite quand même à continuer, surtout que ça se lit voilà, super vite, mais j'ai pas un grand enthousiasme pour cette saga. Et enfin, je vais terminer avec Anatomy, a Love Story de Dana Schwartz, publié ici chez Wednesday Books, mais en France c'est sorti chez Albin Michel. C'est le premier tome d'une duologie, dont le deuxième tome va sortir en VO, il me semble, il devait sortir je crois en février ou en mars, donc ça va être très bientôt. Donc ce roman se passe à Édimbourg au début du 19e siècle et on va suivre Hazel qui est une jeune noble qui vit un peu solitaire dans son manoir et qui rêve de devenir chirurgienne. Voilà, elle en rêve depuis toujours. Elle sait que c'est pas la vie à laquelle elle est destinée puisqu'elle est noble, puisqu'elle est une jeune femme, puisqu'elle est censée épouser son cousin qu'elle connaît depuis l'enfance, c'est déjà plié depuis qu'ils sont bébés, mais elle ne peut pas s'empêcher d'avoir ces grands rêves de soigner les gens, d'autant plus qu'à cette époque sévit la peste romaine qui a tué énormément de monde, qui a emporté d'ailleurs son frère, il me semble, et elle rêve de trouver le remède, elle rêve d'être connue comme la personne qui a sauvé un peu l'humanité. Et en fait, elle a très envie de rentrer à l'académie de médecine et de commencer à prendre des cours d'anatomie avec un professeur hyper renommé. Mais bien sûr, ce n'est pas possible pour elle. Donc elle va d'abord se déguiser en homme et elle va se faire rejeter en fait de l'académie. Ils vont découvrir la supercherie et lui dire qu'en tant que femme, elle ne peut pas travailler là-bas ou en tout cas étudier. Sauf que Hazel, elle a vraiment envie de se former, elle a vraiment envie de s'entraîner et elle en a marre de s'entraîner sur des lapins morts, des oiseaux morts qu'elle retrouve un peu partout. Donc elle va finir par faire équipe avec un Resurrection Man qui est un homme qui concerne, donc littéralement c'est un ressusciteur,
sauf qu'en fait ce sont des hommes qui déterrent des cadavres pour les vendre à la société d'anatomie ou à qui est le plus offrant en fait. Et Hazel va s'offrir les services de Jack, qui est un jeune homme de son âge mais qui lui vient d'une famille, d'un milieu très très pauvre, pour qu'il lui fournisse des cadavres pour qu'elle puisse s'entraîner en anatomie, les disséquer. C'est un roman qui est vraiment intéressant, notamment pour son ambiance. J'ai trouvé que le côté brumeux, froid, un peu mystérieux d'Édimbourg à cette période est très bien retranscrit. J'ai beaucoup aimé le personnage d'Hazel aussi, j'ai beaucoup aimé le personnage de Jack. C'est bien écrit, c'est une histoire sympa, mais ça n'a pas été un coup de cœur, loin de là, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, sur le côté un peu médical, j'ai trouvé un peu improbable que Hazel soit le génie de la chirurgie, qu'elle sache tout mieux que tout le monde, que dès le début elle sache faire des opérations, faire plein de trucs hyper bien. Ça m'a semblé un peu improbable, mais bon, passons, c'est peut-être le médecin en moi qui est un peu critique sur ça. Mais en fait, ce qui m'a déçue, c'est que j'aurais voulu que le roman soit assez clair. Soit on est sur un roman historique, soit on est sur un roman, on va dire, d'imaginaire, de fantaisie. J'aime les deux, mais à condition que ce soit bien dosé. Et ce roman, au tout début, avant de le commencer, je pensais que ce serait un roman, voilà, avec des éléments imaginaires. Et en fait, pendant 80-85% du roman, ce n'est pas le cas. Donc je me suis dit, bon, ben, c'est un roman historique, ça me plaît aussi. Et à la fin, comme un cheveu sur la soupe, on a le côté imaginaire qui survient, mais qui du coup m'a déplu parce que j'ai trouvé qu'il était mal amené, que ça n'avait pas été fait en douceur, qu'on n'était pas introduit à ce moment-là et que ça n'apportait rien pour le roman. Enfin, ça apporte quelque chose puisque le roman se finit quand même sur un cliffhanger qui est, et dont, on va dire, le côté fantastique était nécessaire pour que cette scène arrive. Si vous ne l'avez pas lu, c'est peut-être un peu compliqué à comprendre, mais je pense que j'aurais préféré soit qu'on soit dans un monde magique dès le début, avec dans ce cas-là beaucoup d'éléments d'imaginaire et pas juste une touche, soit qu'on soit dans un roman purement historique. Et là, je sais pas, le côté purement historique avec une petite touche de fantastique juste pour servir l'histoire, mais qui ne fait pas vraiment, qui n'a pas vraiment de sens, ça m'a un peu déçue. Mais je pense par contre que ça peut plaire à plein de gens parce que si c'est pas quelque chose qui vous dérange, si vous aimez les deux genres, si vous êtes plus ouvert que moi, ça devrait vous plaire parce que c'est vraiment un roman qui est quand même top. En tout cas, je sais que je lirai la suite, surtout parce que c'est une duologie, que j'ai beaucoup aimé les deux personnages principaux, que j'ai envie de savoir où ça va mener. Mais voilà, ce petit aspect m'a un peu déçue. Voilà, cette vidéo est terminée. Je suis assez contente. Je pense que j'ai réussi à être un peu plus concise que d'habitude. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter et à me dire ce que vous pensez de ces romans. Et en attendant, faites de belles lectures.